ce qu'on appelle progrès technique est fondamentalement un processus ambivalent qui présente des avantages, notamment pour certains groupes, certains acteurs, mais tous les avantages se paient aussi d'un coût, et notamment d'un coût environnemental, d'un coût social, d'un coût cognitif, on pourrait discuter. Le problème, c'est que ce qui l'emporte dans les imaginaires, c'est les discours publicitaires positifs, qui valorisent les progrès en rendant invisibles ce que j'appelle les régrets. Le regret, c'est l'idée d'une dégradation d'un processus dans le temps. Et en général, en plus, comme une technique, quand elle s'impose sur le marché, elle est encore plus valorisée, et on a l'impression toujours après coup que c'était la seule manière de faire possible. Alors qu'en réalité, à chaque époque, pour se déplacer, pour communiquer, pour échanger, pour manger, pour faire tout, il y a toujours plusieurs manières de faire. Et le choix qui s'impose in fine, c'est pas nécessairement le meilleur, c'est celui qui était le plus adapté à la société, au moment où ce choix a été fait, au rapport de force dans la société, etc. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est quel choix on fait pour le futur. Dans l'imaginaire collectif, le progrès est perçu comme une évolution inexorable et forcément bénéfique pour l'humanité. Et force est de constater que le confort a augmenté rapidement pour une bonne partie de l'humanité depuis la révolution industrielle. Cependant, ce progrès technique a un coût social et environnemental, si bien que désormais, des idées comme la décroissance, le low-tech ou la sobriété gagnent du terrain. Aujourd'hui, avec l'accélération de la transition énergétique, nous sommes à un moment charnière. Comment faire preuve de discernement face à ces nouvelles technologies? Quelles sont les clés pour réussir cette transition? Pour y voir plus clair, je reçois François Jarige. Il est historien, spécialiste des techniques et de l'environnement à l'époque de l'industrialisation. La technologie sauvera-t-elle la planète? C'est le thème de cet épisode d'Échange climatique. Bonjour François Jarige. Bonjour. Pour commencer tranquillement, donc je t'ai entendu dire que l'historien c'est un peu comme l'anthropologue. Il nous rappelle qu'il existe d'autres façons de vivre. Est-ce que tu peux développer cette idée s'il te plaît? C'est l'un des intérêts de l'histoire selon moi. En fait, l'histoire a plein d'intérêts, mais bon, je suis historien, donc c'est naturel que j'y vois de l'intérêt. Mais l'histoire, parmi ses multiples utilités pour moi dans le présent, c'est nous rappeler qu'on peut vivre différemment. C'est nous rappeler qu'il existe d'autres configurations. Souvent, les récits spontanés qu'on a du passé, dans cette idée du progrès que tu as évoqué dans ton introduction, c'est l'idée d'une amélioration continue. Donc le passé est identifié à une sorte de période barbare qui serait peu à peu civilisée, améliorée, grâce à toute une série d'évolutions. Donc en réalité, c'est plus complexe. Et comme quand on est historien, en fait, on s'intéresse à la complexité des sociétés passées. Et déjà, quand on s'intéresse à la complexité des sociétés passées, on sort un peu de ce récit évident et de cette espèce de condescendance que le présent a toujours pour le passé. C'est-à-dire qu'on va au-delà de cette condescendance pour retrouver la richesse des modes d'organisation, des choix collectifs, aussi la diversité des situations. C'est-à-dire que le passé n'est pas quelque chose d'homogène, d'unifié. Dans notre époque assez présentistes, on a tendance un peu à présenter une sorte de vision unilatérale du passé. En fait, le passé, ça ne veut rien dire. Il existe des tas de sociétés diverses, des tas de modes de vie, des tas de façons de construire le rapport au monde qui sont extrêmement hétérogènes. Donc c'est pour ça que je dis que c'est comme l'anthropologue. L'anthropologue, c'est celui qui s'intéresse, en tout cas classiquement, à des sociétés autres. L'historien, c'est celui qui autre dans l'espace. L'historien, c'est celui qui s'intéresse à des sociétés autres dans le temps. Et donc le point commun entre ces deux disciplines, c'est d'essayer de retrouver des configurations différentes, des configurations oubliées, et de leur donner du sens, de les comprendre, de les recontextualiser. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est une forme de richesse, parce que c'est aussi un réservoir d'expérience. Et à une époque où on a l'impression un peu qu'on est enfermé dans un présent, ou enfermé dans des trajectoires qui laissent aucune possibilité de sortie, en fait c'est toujours utile de se rappeler comment, confrontés à des problèmes sociaux, environnementaux, les sociétés du passé ont réagi. Dans certains de tes livres, tu décris aussi des transitions passées. Tout ce que tu as appris sur ces transitions du passé, quel regard critique ça t'apporte sur la transition énergétique actuelle, voire même aussi sur ce sujet de l'intelligence artificielle où on passe aussi d'un monde à l'autre finalement? Oui. Bon, c'est compliqué cette question, parce que là, la question c'est de savoir est-ce que l'étude des évolutions, des changements dans le passé nous aide à comprendre les changements dans le présent. Ouais. Peut-être, sans doute, c'est la deuxième utilité de l'historien. La première utilité de l'historien, c'est de rappeler qu'on peut être différent, qu'on peut exister différemment, qu'on peut avoir d'autres rapports au monde. La deuxième utilité de l'histoire, c'est de nous rappeler comment on en est arrivé là. Puisqu'en fait, l'histoire, c'est juste le récit des expériences accumulées qui constituent notre présent. Et notre présent n'est rien de plus que la stabilisation à un moment donné des héritages du passé, des trajectoires choisies dans le passé, qui continuent dans le présent et qui façonnent nos choix collectifs. Donc la notion de transition, bon, il y a déjà deux choses à souligner. C'est que la notion de transition est assez récente.
l'obsession pour les transitions et le terme même de transition pour désigner par exemple un ministère qui est devenu aujourd'hui, on parle du ministère de la transition écologique, on parle des politiques de transition énergétique. Bon, le terme de transition, depuis une quinzaine d'années, il a vraiment colonisé le discours public, la rhétorique des politiques, etc. Alors, c'est intéressant déjà à réfléchir à ça d'un point de vue historique, puisque la notion de transition, ça rompt avec d'autres récits antérieurs, celui de la Révolution, qui a été invalidé à partir des années 90, après la chute de l'Union soviétique. D'une certaine manière, le terme révolution, c'est l'idée d'une transformation brutale, rapide, radicale, qui effrayait, a été remplacé par un terme qui paraît plus rassurant, l'idée d'une transition, donc quelque chose de pacifique, d'un état à un autre. Deuxième chose à souligner, c'est qu'évidemment, dans les années 90, on avait tendance à penser qu'on était à la fin de l'histoire, que le libéralisme, la société de consommation s'était imposée et définissait une sorte de téléologie inéluctable qui allait s'installer. Bon, évidemment, au début du XXIe siècle, le retour des guerres, des crises sociales, des limites planétaires fait que ce récit enthousiasme ne tient plus. Donc, on se dit qu'il faut engager des transitions. Alors le problème, c'est que transition, ça ne veut pas dire grand-chose. Transition d'où à où, transition pour faire quoi. D'une certaine manière, dans l'histoire, alors si on veut prendre cet exemple des transitions énergétiques, parce que c'est la transition qui polarise les débats et les discussions aujourd'hui, puisque derrière la question énergétique, il y a la question climatique, c'est le sujet de ton podcast. Il faut faire une transition économique, écologique et politique pour en fait décarboner l'économie, pour limiter le changement climatique. Donc, quand on parle de transition, l'autre mot-clé qu'on emploie aujourd'hui, qui a été inventé en 2012, qui est encore très récent, c'est le mot de décarbonation. La transition qu'on doit faire, c'est ça, décarboner, donc abandonner les énergies fossiles qui structurent nos systèmes sociaux et économiques. Alors, que nous apprend l'histoire là-dessus ? Il y a beaucoup de choses à dire, mais la première chose que nous apprend l'histoire, c'est que malheureusement, dans le passé, il n'y a pas vraiment eu de transition à cet égard. C'est-à-dire que l'histoire des 2 derniers siècles, c'est pas l'histoire de la transition du charbon au pétrole, puis du pétrole au nucléaire, puis du nucléaire aux énergies renouvelables. Et c'est un peu le récit spontané des discours de la transition actuelle. Il faut qu'on engage dans le présent pour le futur les transitions qui auraient été faites dans le passé. En gros, comment on est passé donc d'un système énergétique à l'autre. Ce que nous apprend l'histoire, c'est que notre société n'a pas fait de transition. Il y a un collègue historien qui s'appelle Jean-Baptiste Fressoz, parle, lui, d'un système d'addition énergétique et de symbiose énergétique. C'est-à-dire qu'on n'a jamais consommé autant de pétrole qu'aujourd'hui, autant de charbon qu'aujourd'hui, auxquels se sont ajoutés du gaz naturel, auxquels se sont ajoutés des énergies dites renouvelables, le système nucléaire, etc. Et on est dans ce monde, justement, non pas produit par des transitions successives, mais on est dans ce monde fruit de l'accumulation de consommation et de dépenses énergétiques qui se sont ajoutées par strates successives et qui fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que parfois, on a tendance à opposer pétrole et charbon. Mais en fait, le pétrole et le charbon fonctionnent en même temps, ensemble, pour des usages différents. C'est-à-dire, dans une voiture, vous avez du charbon parce qu'il y a de l'acier, et l'acier est produit par la consommation de charbon. Mais en même temps, vous avez du pétrole parce qu'il faut du pétrole pour la faire rouler. Mais la voiture, c'est pas quelque chose uniquement lié au pétrole. En fait, c'est une technique complexe qui nécessite des tas de systèmes énergétiques qui s'additionnent et qui fonctionnent de façon symbiotique dans l'objet automobile. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, complètement. Mais toi qui as écrit un livre sur donc les moteurs animés par les chevaux, et tu documentes très bien comment on passe avec plus ou moins de mal des moteurs animés aux chevaux aux moteurs à vapeur. Aujourd'hui, en France, en Europe occidentale, etc., il n'y a plus de moteurs animés par les chevaux, si ce n'est de manière anecdotique. En tout cas, la grosse partie a disparu. Est-ce que ce n'est pas une preuve de transition ? Alors, c'est un bon exemple, parce qu'effectivement, c'est la principale transition auquel on identifie la modernité, c'est le remplacement de la force musculaire des sociétés anciennes à la force mécanique rendue possible notamment par tous les moteurs fossiles qui permettent de décupler la puissance, etc. Bon, déjà, il y a 2 choses à souligner. Donc, ça pose bien la question. La question de la transition, c'est une question d'échelle, une question d'espace qu'on observe. Si on s'intéresse à la France et plus généralement à l'Europe occidentale, on peut dire qu'il y a eu une transition parce que, par exemple, le charbon, la production de charbon en Europe occidentale a diminué. Depuis 1950, le nombre de chevaux
a considérablement diminué. En 1945, il y avait encore plus de 2 millions de chevaux de travail, notamment dans les campagnes, dans le monde rural. Aujourd'hui, à partir des années 70, il n'y en avait plus que quelques centaines de milliers. Donc on a eu une diminution considérable de leur nombre. Donc on peut dire qu'il y a une transition d'un système fondé sur l'énergie musculaire à un système fondé sur le pétrole. Depuis, d'ailleurs, le nombre de chevaux tend à réaugmenter depuis les années 80, mais essentiellement pour un tout autre usage qui n'est plus le travail, mais le loisir, avec la démocratisation du sport équestre, etc. Mais il n'y a plus beaucoup de chevaux. Mais il y a 2 choses à souligner. C'est que d'abord, l'adoption de cette énergie animale, elle n'est pas si ancienne que ça. C'est-à-dire que le maximum de chevaux de travail en France, c'est 1900. Il y en avait plus de 3 millions dans la société française. Et ils n'ont pas été remplacés par le charbon. Ils ont coexisté. Et la société du 19e siècle, c'est à la fois la société du charbon et la société de l'apogée de la présence des animaux. Par ailleurs, depuis 1945, ces animaux ont disparu, mais ils ont disparu en Europe occidentale. En fait, c'est précisément le moment où l'attraction animale s'est développée dans plein d'autres espaces dans le monde, notamment dans les pays dits du Sud, dans les pays qu'on appelait les pays du tiers-monde dans les années 60-70, où l'énergie animale, en fait, est une nouveauté à cette époque-là. Et encore aujourd'hui, il y a énormément d'énergie animale. Et ça dépend de ce qu'on appelle l'énergie animale. Alors moi, si on parle de la traction directe pour transporter des charges, des marchandises, produire de la force, l'énergie animale reste une réalité contemporaine en Asie, en Afrique subsaharienne, dans plein de sociétés. Et par ailleurs, il n'y a jamais eu autant d'énergie animale, si on entend par énergie animale l'animal d'élevage, qui sert notamment à fournir des calories et de l'alimentation. Je veux dire, depuis 1945, le nombre d'animaux de travail, on pourrait dire d'animaux travaillés, considérés comme des pures matières premières, utilisées dans le système agro-industriel, a explosé. Que ce soit les cochons, alors c'est plus tout à fait les mêmes animaux, mais les cochons, les bovins, la volaille a explosé de façon considérable. Et donc, est-ce que c'est pas une fonction énergétique que jouent ces animaux en étant aujourd'hui majeurs dans les régimes alimentaires des populations du monde? Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que même si on prend cet exemple de l'énergie animale qui est considérée comme emblématique du passage d'une société ancienne fondée sur la dépendance à l'égard de la force musculaire des humains et des animaux à une société moderne qui mettrait à distance cette pure force musculaire au profit de processus mécanisés, on voit qu'en fait l'histoire est plus complexe. C'est vrai que c'est très bien décrit dans ton livre. Au moment où les machines à vapeur arrivent, c'est le moment où on utilise encore plus de chevaux. Et un peu aujourd'hui, au moment où il y a de plus en plus d'énergie renouvelable, c'est aussi le moment où on utilise de plus en plus de charbon. Est-ce que tu peux expliquer ce phénomène qui peut sembler paradoxal? Est-ce que c'est tout simplement la croissance démographique? Est-ce que c'est le confort qui explose? Oui, alors je me rends compte que j'ai pas répondu à ta question sur l'IA et les questions. On y reviendra si tu veux un peu plus tard. Parce que là, on est sur des perspectives historiques parce que tu évoques un livre qui s'appelle La Ronde des bêtes, où j'avais essayé justement de penser cette dynamique. Donc, comme tu disais, l'arrivée du chemin de fer n'a pas fait disparaître les chevaux et la traction hippomobile. Elle l'a même démultiplié. Parce que l'arrivée du chemin de fer fait quoi? L'arrivée du chemin de fer multiplie et démultiplie les mobilités sur les grandes distances entre les grandes villes. Et en faisant ça, il démultiplie toutes les mobilités intermédiaires. C'est-à-dire le besoin de transport dans les campagnes, entre les villes qui ne sont pas reliées par des chemins de fer. Donc en fait, le chemin de fer n'a pas remplacé le transport hippomobile, il a démultiplié le transport hippomobile en ville, dans les campagnes. Juste un exemple, à Paris, il y avait 25 000 chevaux à peu près pour le transport des hommes et des marchandises dans la ville au début du 19e siècle. En 1900, il y en a à l'apogée, il y en a à peu près 90 000, 100 000 au maximum, avant de décliner. Et c'est encore pire dans les campagnes. Donc on voit que les deux, en fait, ont fonctionné justement de façon symbiotique et en même temps pour accompagner une augmentation globale des mobilités et de la croissance. D'une certaine manière, c'est ce qu'on observe aussi aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle parfois l'effet rebond. L'effet rebond, c'est l'idée que, notamment, l'arrivée d'une technologie nouvelle ou d'une technologie qui doit être plus efficace ne diminue pas les consommations, mais tend à les augmenter en diversifiant les possibilités d'utilisation. Cette idée d'effet rebond, elle a justement été théorisée au milieu du 19e siècle, dans les années 1860, par un ingénieur qui s'appelait Stanley Jevons, et qui essayait d'expliquer pourquoi, malgré tous les progrès réalisés en matière de technologie des machines à vapeur, la consommation de charbon continuait à exploser en Angleterre. Et c'était un gros problème, puisqu'en 1865, lorsqu'il publie son livre qui s'appelle « La question charbonnière », on s'interroge déjà sur
la durée des réserves de charbon, sur les problèmes de pollution des villes provoqués par les fumées de charbon, sur les risques provoqués par la dépendance à l'égard de ce système technique complexe. Et donc, on essayait d'anticiper l'avenir de la société britannique devenue dépendante du charbon. Et les ingénieurs expliquaient, grâce au progrès du rendement des machines à vapeur, la consommation de charbon devait diminuer, puisque au début du 19e siècle, les machines à vapeur ne marchaient pas du tout. Il fallait brûler 100 kilos de charbon pour obtenir l'équivalent d'1 kilo d'énergie charbonnière. Dans les années 1860, les machines à vapeur ont fait d'énormes progrès. C'est-à-dire le rendement des machines, la quantité d'énergie nécessaire pour leur fonctionnement, la quantité de charbon utilisée pour leur fonctionnement a diminué. Mais pourtant, on continue de voir les courbes de consommation du charbon exploser. Et ce paradoxe, Jevons l'a appelé l'effet rebond, parce que en améliorant la technique des machines à vapeur, on diminue leur coût de fonctionnement et on rend possible une démultiplication de leurs usages. Donc c'est le moment où les possibilités d'utiliser ces techniques se démultiplient. Donc justement, les progrès techniques dans leur rendement créent un appel d'air. De plus en plus de gens les utilisent pour faire de plus en plus de tâches, d'où une augmentation globale. Et c'est un phénomène qu'on retrouve dans toute l'histoire des techniques contemporaines en réalité, et encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, prenons l'exemple de l'IA, je ne sais jamais trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, peut-être qu'on y reviendra, mais en tout cas, le monde des technologies numériques, qui aujourd'hui sont, depuis les années 80-90, présentés comme des formidables opportunités pour résoudre tous les problèmes écologiques en optimisant notamment tous les flux de matière. C'est comme ça qu'est vendue l'IA aussi. L'IA doit accompagner la transition énergétique en permettant d'optimiser le calcul des consommations d'énergie dans tous les domaines, et donc on anticipe que ça va diminuer les consommations d'énergie. Ce qu'on observe, c'est que la généralisation du numérique, des objets numériques, des communications numériques, fait exploser les consommations d'énergie. Donc là où cet équipement, ce système technique de la fin du XXe siècle devait entraîner, à l'époque on parlait de société immatérielle, de société horizontale, c'est-à-dire une société justement qui ferait diminuer les flux de matière par une meilleure capacité de calcul. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est que c'est l'inverse qui se passe. Les consommations d'énergie augmentent. Pourquoi ? Parce que l'IA n'est pas un truc miraculeux qui flotte dans le ciel des idées. L'IA, c'est des serveurs, c'est des capacités de calcul qui explosent, c'est une démultiplication d'objets nouveaux, etc., etc. Et donc, la consommation d'électricité, par exemple, explose. Mais la consommation d'électricité, in fine, l'électricité, c'est juste un vecteur énergétique. Derrière l'électricité, il y a toujours des systèmes complexes, du nucléaire, du pétrole, du charbon. Donc, évidemment, il y a besoin de charbon pour faire de l'IA, qui n'a rien d'immatériel, mais qui est constitué de serveurs, d'ordinateurs, de tuyaux, qu'il faut bien fabriquer, qu'il faut bien faire fonctionner, et qui demandent de l'énergie. S'il y a cet empilement d'énergie plutôt que d'une substitution, s'il y a cet effet rebond, c'est d'une part parce que la population mondiale a augmenté, mais aussi parce qu'on a gagné énormément en confort. Est-ce que dans quelle mesure on peut créer une causalité entre progrès technique et progrès social ? Non, mais tu as raison. Hein. Cet effet rebond, il est lié à des phénomènes comme la croissance démographique. Enfin, on est passé d'1 milliard d'habitants au cours du XXe siècle à 7 milliards au début du XXIe siècle. Donc, ça crée mécaniquement une augmentation des consommations de toutes les matières. Donc, cette consommation de toutes les matières, produite mécaniquement par l'augmentation démographique, elle est liée aussi à une évolution des pratiques de consommation. C'est-à-dire que cette population en croissance aussi consomme de façon très différente. Donc individuellement, chaque individu... Alors là, il y a des différences gigantesques entre les sociétés, qu'on soit aux États-Unis, en Europe de l'Ouest, en Asie, en Afrique. Il y a des situations extraordinairement variables qui sont liées au mode de vie. C'est pour ça que l'argument démographique, il est généralement insuffisant. Si les 7 milliards d'habitants vivaient avec les modes de vie et les pratiques de consommation des paysans français de 1900, les consommations aujourd'hui et les problèmes énergétiques et environnementaux seraient infiniment plus bas. Ça aurait été multiplié par 7 et pas par 200 ou 400. Exactement. Voilà. Exactement. Si on voit les courbes de croissance et d'explosion depuis 1945 d'à peu près tous les métaux et tous les types d'énergie, c'est cet ordre de grandeur-là. Donc, alors après la question, c'est est-ce que le progrès technique crée des meilleures conditions de vie ? Bon, mais c'est évident. Je veux dire, le progrès technique a plein d'objectifs, plein de finalités.
On pourrait déplier un peu les choses. Le progrès technique permet d'accroître le profit qu'un certain nombre d'acteurs font. Le progrès technique répond à des besoins. Il y a un peu deux lectures du progrès technique. Si on voulait être simpliste et caricatural, il y aurait la lecture libérale optimiste qui considère que le progrès technique est là pour répondre à des besoins humains et des besoins sociaux et pour émanciper les individus en les déchargeant des tâches les plus lourdes. C'est le vieux mythe qui, à l'origine même du progrès technique, quand il commence à se théoriser dans les années 1840-50, c'est l'idée de faire de l'homme une sorte de pure intelligence, détachée des contingences matérielles, détachée de toutes les souffrances ou les difficultés liées à la nécessité de la subsistance, quoi. C'est-à-dire survivre dans ce monde. Bon. Donc, première lecture. Donc là, c'est la lecture heureuse du progrès technique. Des hommes intelligents imaginent des choses, on les applique pour répondre aux besoins des sociétés. Deuxième lecture, c'est une lecture critique post-marxiste qui consisterait à dire que le progrès technique est d'abord là pour améliorer la productivité du travail au bénéfice de certains et aux dépens d'autres, notamment en permettant d'accroître les marges, de constituer de nouvelles puissances économiques et politiques avec les entreprises qui vont être chargées de commercialiser tous les objets qu'on identifie au progrès technique. Bon, en fait, ces deux lectures, elles sont toutes les deux un peu caricaturales et simplistes, mais il faut les combiner. C'est-à-dire que, évidemment, une grande partie des modes de vie ont été améliorés. Mais de quel mode de vie on parle, de quel endroit dans le monde on parle, de quelle société? C'est-à-dire que certaines populations du monde ont bénéficié des retombées du progrès technique, notamment les pays riches, les pays dits industrialisés qui ont été au cœur du système capitaliste à partir du 19e siècle. Indéniablement, y compris les classes populaires de ces pays ont bénéficié des retombées de ce progrès technique et des gains de productivité qui rendent possible par des formes de redistribution qui ont été rendues possibles par l'histoire sociale. C'est-à-dire ces redistributions ont été imposées par le mouvement ouvrier, par le syndicalisme, par les luttes politiques et sociales qui ont contraint les capitalistes, pour le dire rapidement et de façon un peu bourrin, à redistribuer via une diminution de la durée du travail, via une diminution du coût des matières premières et des biens consommés, qui ont permis d'augmenter le niveau de vie. Ce qu'il faut souligner, c'est que ces modes de vie, qui s'incarnent dans le consumérisme débridé à partir des années 45, ce mode de vie, il n'est pas universel. Il s'est payé d'une domination d'autres sociétés. Et ce mode de vie qui bénéficie des progrès techniques n'a été possible que parce que le progrès technique lui-même reposait sur l'exploitation des richesses naturelles, des ressources premières d'autres pays et d'autres populations dans le reste du monde, via notamment la colonisation et des processus de domination politique. Donc, d'une certaine manière, premièrement, c'est-à-dire qu'il faut bien penser que le confort moderne qu'on identifie à certains modes de vie, à certaines pratiques de vie, en fait, est ambivalent, parce qu'il se perd. Il se paye de la domination d'autres groupes, d'autres populations qui elles-mêmes ont souvent été victimes de ces situations. Par ailleurs, c'est la question du mode de vie. Qu'est-ce que c'est une vie bonne? Est-ce que tout progrès technique implique une amélioration des modes de vie? Il faudrait rentrer dans le détail. Il faudrait déplier un peu, parce que ça va pas de soi. Il y a des théoriciens qui ont montré qu'en fait, au-delà d'un certain niveau de confort matériel, les biens supplémentaires en termes de bien-être, de joie, de bonheur collectif devient régressif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a accumulé un certain niveau de confort matériel et d'accès à la subsistance, en gros, on n'est pas plus heureux. Il y a quand même un truc, on est au sommet du progrès technique et du consumérisme technologique aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de dépression, il n'y a jamais eu autant de sentiments d'isolement, de malheur, de mal-être social. Enfin, je veux dire, la France est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs. Bon, il y a un sentiment de burn-out généralisé. Donc, il y a une contradiction. Donc le problème, c'est le lien qui est automatique, qui est en fait lié à des justifications publicitaires. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le progrès technique, moi je ne suis pas philosophe, j'essaye pas de définir le progrès technique de façon abstraite et générale pour en faire une sorte de catégorie philosophique. Moi ce qui m'intéresse, c'est de voir quand ça apparaît, comment c'est défini et quel usage on en fait. Or, il y a une histoire du progrès technique, une histoire de l'identification de ce qu'on appelle progrès, c'est-à-dire l'amélioration et l'espérance dans un avenir meilleur, à la question des techniques. Parce qu'en fait, progrès et progrès technique sont deux choses différentes, qu'on associe depuis le milieu du 19e siècle, mais qui peuvent être en fait déliées, parce qu'il y a plein de progrès techniques qui se paient de regrets sociaux ou de regrets environnementaux. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse comme historien, c'est de voir comment on discute
du progrès technique. Puisque ça a toute une histoire. Il y a des moments où on le critique, il y a des moments où il y a un consensus autour de lui, il y a un moment où il semble s'effondrer. Et ça a une histoire. Et la façon dont on discute aujourd'hui de ces questions, elle est elle-même liée à cette histoire. Donc je nie pas que pour certaines populations du monde, ce qu'on appelle le progrès technique, et en tout cas certains progrès techniques ont amené des améliorations. Dans le domaine sanitaire, ce qu'on appelle la vaccination a permis des gains en matière d'hygiène, de santé publique considérables. Mais la vaccination, c'est une technique assez simple qui remonte à la fin du XVIIIe siècle, qui a été améliorée, systématisée sur le plan scientifique par Pasteur et qui s'est généralisée. Bon. Mais ça a permis indéniablement une amélioration de la santé publique et une lutte contre les épidémies qui, en plus, se démultipliaient avec les nouveaux modes de vie et les déplacements de population. Ensuite... Mais les hôpitaux sont très high-tech, quand même. Alors, voilà. Mais oui, mais ça c'est tout le problème. C'est-à-dire que les hôpitaux sont très high-tech, mais une grande partie des gains d'espérance de vie dont on bénéficie aujourd'hui, ils sont moins liés au progrès technique high-tech, pour le dire vite, qu'ils sont liés en fait à des choses très simples. L'accès à une alimentation diversifiée et à peu près de qualité, des techniques simples comme la mise au point du vaccin, d'un certain nombre de médicaments qui sont mis au point antibiotiques en premier lieu, qui sont mis au point en fait assez tôt au XXe siècle et qui vont se généraliser. Le problème c'est que c'est ça qui permet l'essentiel des gains d'espérance de vie et de l'amélioration de l'état sanitaire des populations. Après, les progrès high-tech sur lesquels on discute beaucoup aujourd'hui, ils permettent notamment de lutter contre un certain nombre de maladies, en premier lieu les cancers. Mais le paradoxe, c'est que l'explosion des cancers, il est lui-même lié indirectement à la diffusion croissante dans le milieu de polluants qui sont eux-mêmes le produit de ce qu'on appelle le progrès technique. Donc c'est l'autre point en fait fondamental, c'est que ce qu'on appelle progrès technique est fondamentalement un processus ambivalent. Un processus ambivalent, c'est-à-dire qui présente des avantages, notamment pour certains groupes, certains acteurs, certaines choses. Mais tous les avantages se paient aussi d'un coût, et notamment d'un coût environnemental, d'un coût social, d'un coût cognitif, on pourrait discuter. Le problème, c'est que, vu le fonctionnement du système économique et l'économie du progrès technique, qui repose pour l'essentiel, en fait, sur l'économie capitaliste et sur la nécessité de vendre le maximum de ses produits, ce qui l'emporte dans les imaginaires, c'est les discours publicitaires positifs, qui valorisent les progrès en rendant invisibles et en invisibilisant ce que j'appelle les regrets. Mais cette catégorie, elle est importante, cette catégorie de regrets. C'est le contrepoint du progrès. Le regret, c'est l'idée d'une dégradation d'un processus dans le temps, là où le progrès, c'est l'idée d'une amélioration. Et ça, Élisée Reclus, un géographe, philosophe anarchiste du début du XXe siècle, le disait déjà très clairement, et plein d'autres auteurs dès cette époque, tout progrès se paye d'un regret. Donc la question qui se pose, c'est comment on évalue un progrès technique, à partir de quels critères, du point de vue de quel regard, de quelle subjectivité, de quel point de vue. Comment on fait la part entre ce qu'on appelle progrès et ce qu'on appelle regret. C'est ça qu'il faudrait réussir à faire. Parce qu'en fait, toute société construit son rapport au monde via des techniques. Et faire des choix techniques, c'est pas juste faire le choix de l'efficacité, c'est faire aussi le choix de certaines formes d'organisation sociale, de rapport au monde, au milieu naturel, puisque toute technique, in fine, c'est la transformation de substances, de matières premières, de ressources qu'on prélève dans l'environnement en un produit fabriqué via un cycle de transformation qu'on appelle les activités industrielles. Et donc, ces produits, ils ont l'avantage, quand ils sont mis sur le marché, de permettre des bénéfices pour certains acteurs. Ces acteurs ont tout intérêt à survaloriser leurs avantages. Ce qui fait qu'on invisibilise les regrets, on survalorise en permanence les avantages, et en général, en plus, comme une technique, quand elle s'impose sur le marché, elle est encore plus valorisée, et on a l'impression toujours après coup que c'était la seule manière de faire possible. Alors qu'en réalité, à chaque époque, pour se déplacer, pour communiquer, pour échanger, pour manger, pour faire tout, il y a toujours plusieurs manières de faire. Et le choix qui s'impose in fine, c'est pas nécessairement le meilleur, c'est celui qui était le plus adapté à la société, au moment où ce choix a été fait, au rapport de force dans la société, etc. Et la question fondamentale, c'est que globalement, il faut sortir d'une représentation fataliste du progrès technique comme une sorte de mouvement inéluctable, linéaire, qui aurait sa propre logique interne, pour penser que ce qu'on appelle le progrès technique, c'est des choix successifs qui ont été faits par des sociétés. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est quel choix on fait pour le futur en fonction... Et donc la question du progrès technique, c'est la question des objectifs qu'on se donne et des moyens qu'on se donne pour réguler, faire des choix. Et l'idée que des fois on peut pas faire de choix, mais en fait toute l'histoire des sociétés c'est toujours faire des choix, c'est interdire des choses, en accepter d'autres. Le rôle de l'État, le rôle des institutions, ça a toujours été ça. Et il n'y a pas à s'en offusquer d'une certaine manière. Bon, je commence à partir déjà un peu trop loin. Comme tu l'as très bien décrit pendant
pendant tes interviews successives, pendant tes livres, cette notion de progrès, elle a évolué. Elle était d'abord plutôt axée progrès de manière générale, progrès social. Et très vite, après la révolution industrielle, c'est devenu progrès égale progrès technique. Par rapport à tout ce que tu viens de dire, quelle serait pour toi la définition idéale du progrès? Le progrès, c'est une certaine représentation du temps. Une représentation du temps linéaire qui imagine que l'avenir sera meilleur que le passé. Donc et ça, c'est un point important. C'est-à-dire que le progrès, c'est d'abord ce que des philosophes appellent un régime d'historicité. Un régime d'historicité, ça désigne la façon dont on agence passé, présent et futur. C'est-à-dire la façon dont on se représente le temps. Et ça, c'est quelque chose déjà d'assez complexe parce qu'en réalité, chaque société a une représentation implicite et évidente du temps qui est le produit d'une construction socio-culturelle. Mais le temps, on peut le représenter comme quelque chose de cyclique, comme un retour au point de départ. On peut le représenter comme une décadence, une chute. Beaucoup de sociétés de chasseurs-cueilleurs étudiées par les ethnologues à partir du 19e siècle se représentaient le temps comme en lien avec le rythme des saisons, comme un éternel recommencement et un éternel retour au point de départ. Il y a des sociétés, d'une certaine manière, dans les sociétés liées au christianisme, le temps a longtemps été pensé, a été représenté comme une chute depuis le paradis originel, et donc et la façon dont on pense sa place dans le monde est liée à cette image de la chute et du déclin. Le progrès, c'est une autre façon d'agencer les choses, qui a toute une histoire, justement. Donc le progrès, la définition minimale, c'est un régime d'historicité qui naît avec la modernité et qui considère que le temps a un sens, qui a un sens du déroulement du temps, et que ce sens va dans la direction d'une amélioration continue des conditions. Ça, c'est un point fondamental. Donc, c'est ça la définition de base générique de ce qu'on appelle le progrès. Donc, ensuite, moi, comme historien, ce qui m'intéresse, c'est pas de donner une définition universelle, parce que justement, je pense que le temps est relatif. Enfin, on va parler de la physique et des théories des physiciens sur le temps, mais le temps est une notion parfaitement très complexe. Mais y compris en histoire, le temps est relatif. Relatif dans le sens où il est pensé et il agit différemment selon les sociétés. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment il s'est constitué historiquement, le progrès. Donc là, à cet égard, on peut rappeler rapidement, le mot progrès, il avait d'abord, au Moyen-Âge, un sens très neutre et il était peu utilisé. Progrès, dans son sens étymologique initial et dérivé du latin, ça désignait le fait, pour une armée, d'avancer. Mais dans un sens tout à fait neutre. Ça désignait le fait d'aller de l'avant. Progresser pour une armée, quand on parlait de ça à la fin du Moyen-Âge, ça voulait juste dire qu'elle avançait. Le terme s'est peu à peu chargé d'une connotation positive à partir de la Renaissance. Disons, entre la Renaissance et les Lumières au XVIIIe siècle, un autre rapport au temps s'est inventé peu à peu, lié notamment à la révolution scientifique, au XVIIIe siècle, lié au progrès des connaissances et des savoirs, et à la confiance nouvelle qui naît dans l'avenir, qui fait imaginer une possibilité en fait, de construire un monde meilleur. Et ça aboutit à la Révolution française. La Révolution française, c'est l'actualisation de cette nouvelle idée de progrès. C'est-à-dire l'idée que les institutions ne sont pas figées dans une volonté divine ou ne sont pas figées dans une sorte de généalogie comme le pensait le système monarchique d'Ancien Régime avec ses 3 ordres, son système absolutiste. Non, l'avenir peut être différent et l'action des hommes peut contribuer à transformer la situation des hommes. Et la Révolution devient l'incarnation de cette possibilité de faire un avenir meilleur par une action humaine. Donc c'est en quelque sorte la fin d'un certain fatalisme qui dominait dans les sociétés anciennes. Un fatalisme qui était fondé soit sur les contraintes de la nature, soit sur l'enseignement de la théologie et d'une théologie politique qui identifiait le pouvoir à un héritage divin. Donc tout ça, c'est l'invention progressive du de progrès. On pourrait en parler pendant 1 heure. Hein. C'est toute la pensée de la modernité qui pense qu'on peut s'émanciper des tutelles, s'émanciper de ce qui limite les possibilités pour l'homme de s'émanciper. Et ça, c'est fondamental. Sauf que jusqu'au début du 19e siècle, ces possibilités d'émancipation, elles passent par le politique, l'amélioration des savoirs, des connaissances, par le doux commerce, et pas du tout par la puissance des techniques. Donc le progrès, jusqu'au début du XVIIIe siècle, y compris quand il est pensé par les penseurs des Lumières, le progrès, c'est le progrès des connaissances, c'est le progrès des communications, des échanges entre les individus, c'est la civilisation croissante des mœurs, c'est la remise en cause de pouvoirs autoritaires au profit d'un principe de souveraineté populaire, par exemple. Bon, et donc le progrès passe fondamentalement, en fait, par toute autre chose
que l'essor des puissances productives, pas que la complexité des systèmes techniques, que leur capacité croissante à maîtriser le monde naturel. En gros, il y a un basculement qu'on ne peut pas dater précisément, mais qui s'opère entre au moment de la Révolution française jusqu'au milieu du 19e siècle, en gros, qui est lié aussi à une déception liée à l'échec des expériences de révolution politique. N'oublions jamais que la modernité et le capitalisme industriel contemporain naissent sur les ruines des expériences des utopies révolutionnaires. 1789, 1792, 1793 se termine par la restauration d'un empire autoritaire avec Napoléon. 1830 débouche sur une monarchie libérale. 1848 et sa république utopique qui devait émanciper les hommes débouche sur une boucherie en juin 48, un massacre d'ouvriers et puis un nouveau coup d'état militaire et la restauration d'un empire autoritaire en 1851 avec Napoléon III. Bon, donc dire qu'il y a une désaffection pour la possibilité de faire progresser le monde par le politique qui est très fort. Et c'est là qu'en gros va s'installer le consensus industrialiste et productiviste qui considère que le bonheur collectif viendra en fait de l'accroissement des forces productives, de plus en plus identifié à la puissance des machines. Est-ce qu'on ne peut pas tirer un parallèle avec la définition qu'on a du progrès aujourd'hui? Tu l'expliques très bien, on parle plus trop de progrès, on parle d'innovation et on parle plus de progrès parce qu'on a vu au cours de la deuxième moitié peut-être du XXe siècle ou peut-être au moment de la Deuxième Guerre mondiale que le progrès avait aussi ses limites et du coup, est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle moins de progrès et plus d'innovation? Oui, et si tu me permets, je suis trop long, je suis historien, mais tu me ramènes tout de suite vers le très contemporain, mais justement, il y a une période là, entre le milieu du 19e siècle où se met en place en fait cet imaginaire dans lequel on est toujours. On est toujours dans un imaginaire progressiste et dans une confiance débridée dans la puissance des techniques. Ça ne cesse d'être relancé. Ce que je veux souligner, c'est que ce consensus, il se met en place à un moment historiquement. Et alors, il y aurait plein de choses à dire sur comment il se met en place, quels sont les acteurs qui favorisent cette identification entre progrès et progrès technique, qui fait que le progrès social va de plus en plus être identifié au progrès des techniques, le progrès des mœurs, des communications va de plus en plus être amené à l'arrivée du télégraphe, du chemin de fer, censé créer un monde pacifié, parce qu'en intensifiant les relations entre les peuples, on devrait créer un monde sans violence, etc. Bon, toutes ces utopies du second 19e siècle qui vont être très fortes. Bon, c'est déjà la première chose que je veux souligner, c'est que cette idée-là, en fait, il y a plein de gens qui n'ont jamais cru. Dès le milieu du 19e siècle, quand elle est formulée, il y a des super phrases de Baudelaire qui se moquent de cette espèce d'idéologie du progrès. C'est-à-dire au moment où cette confiance devient une idéologie, c'est-à-dire sert à des intérêts économiques, devient une sorte de discours qui n'est plus questionné. Charles Fourier, le philosophe aussi, parlait de la charlatanerie du discours du progrès. Il disait le progrès, c'est une charlatanerie, c'est-à-dire qui tend à invisibiliser autant qu'à rendre visible. Bon, donc première chose, il y a un consensus, mais qui est jamais total. Il y a une première rupture. C'est la Première Guerre mondiale. Le progrès est déjà en crise dans les années 30. Dans l'entre-deux-guerres, au lendemain de la boucherie de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce que c'est la Première Guerre mondiale? C'est le résultat direct de tous les progrès techniques du 19e siècle. C'est une guerre industrielle, c'est une guerre dont c'est la guerre la plus meurtrière, évidemment, à l'échelle historique, et dont le caractère meurtrier et particulièrement destructeur est directement lié à la puissance technique dont on pensait qu'elle allait nous émanciper et créer la paix universelle, et qui débouche, au contraire, sur une situation de crise majeure, d'effondrement socio-économique, qui va se rejouer dans les années 30 avec la grande crise des années 30, etc. Donc dans l'entre-deux-guerres, en fait, l'idée de progrès, elle est morte. C'est l'époque où apparaît les réflexions sur l'idéologie du progrès. C'est à l'époque où des auteurs qui vont être à l'avant-garde des pionniers de l'écologie politique commencent à dire que le progrès est une idée morte. Et l'idée que le progrès est une vieille idée qui est morte, elle est déjà présente dans les années 20-30 chez Jacques Ellul ou chez Bernard Charbonneau, par exemple, mais chez plein d'autres auteurs de cette époque-là qui ne croient plus. Paul Valéry, en 1918, dit « Nous savons désormais que nous sommes mortels, nous autres civilisations du progrès ». Donc plus personne ne croit vraiment au progrès. Et puis quand les fascismes arrivent au pouvoir dans les années 20 en Italie, puis en Allemagne dans les années 30, quand le capitalisme et toutes ses promesses s'effondrent avec la crise de 29, il n'y a plus grand monde qui croit au progrès. Et en plus, tout ça débouche sur la Seconde Guerre mondiale, le génocide, etc. Donc, bon, le progrès s'est déjà complètement effondré dans les années 40. Mais il renaît. Il est réactivé à partir de 1945. C'est ce qu'on va appeler la parenthèse des 30 Glorieuses. La parenthèse des 30 Glorieuses, mot qui a été forgé par Jean Fourastier, l'économiste du progrès, à la fin des années 70, pour qualifier cette période de forte croissance économique. On réactive le progrès et l'imaginaire du progrès, entre les années 50 et les années 70, notamment comme argument publicitaire.
pour accompagner un certain nombre de trajectoires techniques qui sont discutées, débattues et contestées, pour accompagner des nouveaux modes de vie, pour créer aussi un espace social favorable pour accueillir tous les nouveaux objets de consommation qu'il s'agit de vendre pour accroître les taux de profit d'un certain nombre d'acteurs économiques. C'est la société de consommation qui se met en place et qui va réactiver l'imaginaire du progrès. Or, l'imaginaire du progrès rentre à nouveau en crise dans les années 70. Dans les années 70, la CFDT, le grand syndicat réformiste de l'époque, organise un colloque où ils discutent de la question du progrès, où tout le monde constate que le progrès est mort. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le choc pétrolier, parce qu'il y a l'émergence des débats écologiques, parce qu'il y a toutes les querelles... Le nucléaire qui devient civil et qui suscite toutes ces manifestations. Donc le progrès, la confiance et les discours naïvement progressistes et enthousiastes des années 50-60 s'effondrent à nouveau. Le progrès est relancé dans les années 80-90 sur une nouvelle base. C'est la mondialisation heureuse, couplée à l'arrivée de l'informatisation, qui devait créer un nouveau progrès. Et ce progrès, donc mondialisation, couplé à un nouveau système technique présenté comme immatériel, horizontal, là où les anciens systèmes techniques du monde industriel étaient verticaux, lourds, polluants, on devait faire devenir le réel progrès. Ça va fonctionner, c'est typiquement les années 80-90, où on a une réactivation d'un imaginaire du progrès qui semble confirmé par l'effondrement du système soviétique et donc le triomphe unilatéral du mode de vie américain et de sa mondialisation. Donc là, on a une nouvelle phase de relance du progrès. Alors le mot est devenu un peu démodé. Donc à l'époque, on parle de moins en moins de progrès, on va parler d'innovation. C'est le moment où... Parce que aussi à chaque... une de ces étapes, les termes et les catégories changent un peu. Le mot progrès, dans les années 80-90, il paraît un peu désuet. Il renvoie au 19e siècle, à Jules Verne, à une conception un peu naïve. On est plus naïf à la fin du 20e siècle. Donc, il y a des termes. Le mot progrès est bien présent, on le trouve dans toute une littérature, mais il est associé à plein de termes nouveaux. Dans le grand terme, le grand mot qui prolifère et qui n'était pas présent, qu'on n'utilisait quasiment pas avant, c'est le mot innovation, qui est un mot valise, qui va être associé à toutes les nouvelles trajectoires techniques, notamment associées à l'informatisation, puis au monde numérique à partir des années 90. Donc là, c'est le culte de l'innovation, tout devient innovation, on requalifie les choses. Et c'est une manière, en fait, de relancer le progrès et son imaginaire. Alors, ça revient à nouveau en crise au début du XXIe siècle, avec notamment la question du changement climatique et, disons, la validation d'un point de vue scientifique, de ce qui auparavant étaient des alertes considérées comme excessives ou catastrophistes, qui désormais deviennent des éléments des politiques publiques. C'est-à-dire le changement climatique, la nécessité d'un développement dit durable, oxymore qui apparaît au même moment que l'obsession pour l'innovation. Et justement, c'est parce que le développement durable ne sera possible que grâce à des innovations techniques qui permettront de découpler la croissance de la production de ses externalités et effets environnementaux. D'où cette espèce de confiance débridée dans l'innovation et notamment un certain nombre de secteurs d'activité vont en profiter à fond pour surfer et se présenter comme la nouvelle avant-garde du progrès. Tout ça s'effondre au début du XXIe siècle pour plein de raisons. D'une part, parce qu'il y a le changement climatique et les limites planétaires qui surgissent désormais massivement, même si on les connaît depuis très longtemps. Mais là, elles sont médiatisées, elles sont intégrées dans les politiques publiques, d'où l'apparition du terme de transition dans l'intitulé même des politiques publiques. Donc l'idée que le développement durable ne suffira pas, qu'on va avoir du mal à découpler, qu'il faut... Et c'est ça, le mot transition, c'est l'idée que le développement durable, qui dominait dans les années 90 après le sommet de Rio en 92, en fait, était un peu une illusion. Donc, il ne faut pas juste faire un développement durable, c'est-à-dire poursuivre les trajectoires antérieures avec des innovations qui permettront de découpler. Ce qu'il faut, c'est engager une transition. Le terme est déjà un peu plus radical, d'une certaine manière, que développement durable. Puis bon, d'une certaine manière, donc on est dans ce moment paradoxal. Aujourd'hui, les grands patrons de la tech qui se présentaient il y a quelques années comme les champions du progrès, comme les champions de l'émancipation humaine, on découvre que c'est des espèces de fachos, complètement réactionnaires, favorables à des régimes autoritaires, qui s'opposent à la plupart des pensées de l'émancipation actuelle et qui défendent le gouvernement de Trump et les mouvements d'extrême droite. Donc là, un peu la boucle est bouclée. C'est-à-dire que l'idée de progrès... Et donc, on est dans ce moment paradoxal où en fait je pense que plus grand monde ne croit au progrès, et en même temps c'est une catégorie qui ne cesse d'être réactivée en permanence, c'est fascinant, dans la com d'entreprise, dans les discours des hommes politiques. Emmanuel Macron, les deux hommes politiques veulent relancer un mouvement progressiste, et utilisent le mot progrès dans leur discours. Et donc on est dans ce moment paradoxal qui explique à mon avis une grande partie des crises, des désarrois contemporains, c'est-à-dire qu'on n'a rien d'autre à quoi se raccrocher qu'à un progrès. Plein d'acteurs utilisent massivement ce progrès parce que ça leur donne l'impression qu'ils agissent. En gros,
Le gouvernement actuel, dans un contexte de mondialisation où il a perdu une grande partie de ses marges d'action, va dire qu'il va investir 10 milliards dans l'IA, 20 milliards dans l'hydrogène, c'est-à-dire relancer le progrès technique pour résoudre les problèmes. Ça lui donne l'impression qu'il agit. Mais évidemment, en faisant ça, il multiplie aussi les regrets, les effets rebonds, et surtout, il repousse d'autres voies possibles, d'autres réponses à ces crises contemporaines qui passent notamment par des logiques de déconsommation, démantèlement d'un certain nombre de systèmes techniques, etc. Bon. Donc c'est là. Donc je pense qu'on est dans ce moment-là d'ambivalence. C'est-à-dire que le progrès est toujours là, il stature nos imaginaires, nos représentations collectives, et en même temps, plein d'indicateurs montrent que ce qu'on appelait historiquement le progrès se transforme en une série de catastrophes successives, quoi. Alors, tu as lâché le mot de déconsommation. On pourrait parler aussi de sobriété. Tout à l'heure, j'en parlais dans l'introduction. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qu'on achète sur Amazon ou sur notre panier, sur notre caddie, qui sont pas forcément essentielles à nos vies. Et donc, il y a franchement une remise en question sur ce modèle de consommation. Tu disais qu'il y a toujours eu des luttes contre les nouvelles technologies, et aujourd'hui, on voit beaucoup de luttes contre, par exemple, les parcs photovoltaïques, les parcs éoliens, les lignes à haute tension, etc., qui favoriseraient un modèle énergie renouvelable dans un futur où les réseaux des différents pays seraient interconnectés. Aujourd'hui, comment tu vois ces luttes? Certes, on peut remettre en question beaucoup de choses dans nos modes de vie, comme je le disais. Néanmoins, pour le climat, pour la biodiversité, il faut à un moment donné émettre moins de carbone. Est-ce que tu penses que... quel regard tu as sur ces luttes? Est-ce que tu les vois avec bienveillance? Ou alors, est-ce qu'on peut se dire aussi que peut-être les gens ne sont pas forcément absolument bien informés sur cette transition? Il y a quand même beaucoup de fausses nouvelles qui circulent, par exemple sur la voiture électrique, etc. Ouais. Bon, je pense qu'on est dans un moment de désarroi, en particulier parce qu'il y a cette tension entre le constat de la ruine, de la confiance naïve dans le progrès, et le fait qu'on n'a pas d'autre prise que relancer cet imaginaire du progrès pour nous en sortir d'une certaine manière. Donc on est tout le temps en train d'alterner là-dessus. Ce que pose comme question ces luttes, il faudrait préciser de quelle lutte on parle. Tu as cité les mouvements contre les parcs photovoltaïques, notamment en milieu rural, ou contre les éoliennes. On pourrait citer aussi les luttes récentes actuellement contre la construction d'une autoroute, une lutte un peu plus ancienne contre la construction d'un aéroport. Bon. C'est-à-dire que c'est la question des luttes territoriales liées à des infrastructures et des aménagements. J'ai parlé de celle-là parce que je parlais de lutte contre la transition. Oui, mais c'est pas des luttes contre la transition. C'est pas des luttes contre la transition. C'est des luttes contre certains choix d'investissement, contre certains choix de systèmes techniques qui sont présentés comme des solutions à la crise environnementale. Or, ce que disent une partie de ces mouvements sociaux, qui sont eux-mêmes composites, parce qu'ils sont composés de riverains qui veulent défendre leurs conditions de vie locales, et de militants plus radicaux, complexes et variés. Ils ne s'opposent pas à la transition énergétique, ils s'opposent en fait à des champs d'éoliennes industrielles, et ils s'opposent à l'idée, qui me paraît assez juste, qu'on ne va pas remplacer le pétrole par les énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'évidemment, on a besoin des énergies renouvelables, mais je pense que tu vas interroger n'importe quel militant qui s'oppose à la construction d'un champ d'éoliennes géantes dans tel ou tel coin. Il ne va pas dire qu'il est contre la transition énergétique. Il ne va pas te dire qu'il est contre l'adoption de modes de vie plus écologiques. Ce qu'il va te dire, c'est que ces investissements-là, ils ne répondent pas aux problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, transformer des dizaines, des centaines d'hectares agricoles en champs photovoltaïques, ça consiste à artificialiser des terres agricoles pour en faire en fait des espaces de support de production énergétique. Évidemment, c'est extrêmement rentable pour les paysans qui louent. C'est beaucoup plus avantageux de louer son champ à mettre des panneaux photovoltaïques que de l'utiliser pour faire de l'agriculture. Ce qu'il souligne, c'est que c'est absurde comme trajectoire. Parce que ça met la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire ce qu'il faut, c'est d'abord réfléchir à nos consommations d'énergie. C'est-à-dire que le problème, c'est que nos politiques publiques reposent sur... c'est en lien avec ce qu'on disait avant. Repose sur l'idée qu'on va faire une transition, qu'on va substituer une économie carbonée à une économie non carbonée. Donc on va remplacer les fossiles par les énergies renouvelables. Ce qu'on observe
Actuellement, c'est pas tout à fait ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne remplace pas les énergies fossiles par des énergies renouvelables. On continue de consommer énormément d'énergie fossile. Alors, ça ne veut pas dire que dans le mix énergétique, on a de plus en plus d'énergies renouvelables qui s'ajoutent aux sources d'énergie. Et de plus en plus, on consomme les énergies fossiles, non pas en les consommant directement, mais en les consommant de façon indirecte via nos importations de produits manufacturés, etc., dans nos objets qu'on consomme tous les jours, à commencer par les objets informatiques. Donc je ne pense pas que ces mouvements... et c'est pour ça que je les réintègre dans la multiplication des luttes territoriales et environnementales. Et c'est pour ça que je fais un lien entre les mouvements qui s'opposent à une autoroute, et là, on les catégorise comme mouvement environnemental et écologique qui s'opposent à une autoroute parce que les autoroutes, c'est du béton, c'est une intensification du trafic de voitures, donc une augmentation des rejets de CO2 dans l'atmosphère. Donc là, on dit c'est une lutte écologique. Et quand, en fait, les mêmes militants vont s'opposer contre un champ d'éoliennes industrielles dans tel massif forestier ou dans telle région agricole, on va dire, là, en fait, c'est une lutte contre l'écologie. Vous voyez bien, il y a un petit problème. En fait, la question, c'est quelle écologie on défend. Soit on défend une écologie un peu techno, soit on défend une écologie, tu as employé le mot, je crois, de la sobriété, de la décroissance des consommations. Donc, le problème, c'est que le débat est posé de façon trop caricaturale. Et évidemment, le problème, c'est qu'il y a aussi des acteurs politiques qui utilisent, à commencer par l'extrême droite, qui utilisent ces luttes territoriales pour s'opposer, par exemple, aux énergies renouvelables, tout en défendant les énergies fossiles de leur côté. Mais je ne pense pas que la plupart et il y a eu des enquêtes sociologiques sur ces mobilisations contre les grands projets d'énergie renouvelable qui montrent bien que c'est souvent des luttes composites où on peut trouver des gens d'extrême droite localement, mais on trouve aussi des militants environnementalistes, des militants radicaux qui, par ailleurs, circulent dans les ZAD et autres expériences alternatives. Donc ça, toutes ces luttes, elles sont une très longue histoire. Elles remontent, on va juste remonter aux années 70. Il y a des milliers de luttes comme ça. Toutes les grandes infrastructures industrielles, d'aménagement routier, d'aménagement industriel divers et variés, ont toujours suscité des luttes sociales. Et pour moi, c'est une très bonne chose, parce que c'est les conditions de la démocratie. C'est-à-dire un champ de 50 éoliennes géantes qui montent à 250, 300 mètres de haut, qui aboutissent à créer des tas de chemins d'accès, à remodeler complètement un milieu dans une région, souvent des régions considérées comme désertiques ou à l'écart de la modernité, donc, etc. S'opposer à ça, dire que là, on serait dans des luttes anti-écolo parce que l'éolienne est écolo, c'est complexe, parce que déjà, c'est pas poser la question de savoir qu'est-ce que c'est une éolienne. Dans l'éolienne, il y a plein d'éoliennes possibles. C'est-à-dire qu'il y a des éoliennes géantes, industrielles, qui produisent beaucoup d'électricité pour, par exemple, fabriquer de l'hydrogène localement. Et puis, il y a des systèmes d'éoliennes qui seraient d'une taille plus appropriable par des communautés. Mais la question, c'est qu'on ne peut pas séparer l'usage, la consommation et la production. Et la production d'énergie doit d'abord être corrélée à une diminution des consommations. Il faut qu'on diminue les consommations d'énergie. Et là, c'est des politiques d'habitat, des politiques de mobilité, des choix de mode de vie collectif. Et une fois qu'on aura et au fur et à mesure, les deux se font en parallèle, et parallèlement à cette diminution de consommation, on va installer des systèmes énergétiques, parce qu'on a toujours besoin d'énergie. Et on a toujours eu besoin d'énergie. Et on va installer des systèmes énergétiques qui sont adaptés aux besoins. Donc ça peut être évidemment de l'hydraulique, ça peut être de l'éolien, ça peut être du photovoltaïque, ça peut être aussi des fossiles, parce qu'on ne va pas faire disparaître complètement les fossiles. Pour faire plein de choses, on n'a pas d'autre moyen que d'utiliser des énergies fossiles dans l'industrie sidérurgique, métallurgique. Mais il faudrait réserver ces combustibles fossiles aux usages vraiment où il n'y a pas d'autre alternative. Donc c'est ça. Le problème, c'est on fait des investissements gigantesques dans des politiques de transition énergétique, avec des programmes d'installation où il y a en plus des financiers et des spéculateurs qui investissent le domaine pour fabriquer des champs d'éoliennes, etc., pour augmenter la part de renouvelables dans le mix, mais sans réfléchir en amont aux consommations. Ce qui fait que ça aboutit en permanence, en fait, à des effets rebonds, à des effets indirects, qui n'étaient pas ceux qui étaient anticipés. Et le problème, c'est lié aussi au fait que la question environnementale aujourd'hui, elle est souvent ramenée et réduite à la question écologique, à la question climatique. Alors la question climatique, c'est un aspect du problème au milieu de multiples autres. Et en ramenant tout à la question climatique, finalement, c'est comme si le problème aujourd'hui, c'était décarboner. Il faut décarboner. Et tout ce qui pourra permettre de décarboner est bon. Donc, on va développer massivement des énergies renouvelables pour remplacer le charbon et le pétrole. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, 80% de l'énergie primaire consommée dans le monde, c'est du charbon et du pétrole. Et qu'on ne pourra pas faire l'équivalent. C'est-à-dire, ce qu'il faut inventer, c'est un autre monde. Et le système énergétique qui ira avec. Mais on veut continuer à vivre et à consommer comme on consomme aujourd'hui, en ne consommant plus de charbon et de pétrole, mais en remplaçant tout ça par du renouvelable. Et c'est là qu'il y a un problème
technique, parce que ces sources d'énergie ne produisent pas l'équivalent de ce que produit le charbon et le pétrole. Leurs conditions de production, leur intermittence, leur manière de fonctionner ne fonctionnent pas de la même façon que fonctionnait le pétrole et le charbon. On ne peut pas faire la même chose avec ces systèmes énergétiques. C'est ça. Et donc le problème, c'est que souvent, la réflexion sur la technique est décorrélée des besoins sociaux, des usages, d'une réflexion qui ne serait pas seulement technique en réalité. C'est pour ça que je dis que ces luttes, moi je les catégoriserais pas comme des luttes anti-environnementales. Je les catégorise comme des luttes à l'intérieur de ce qu'on appelle les politiques de transition, entre plusieurs visions de ce que devraient être les politiques de transition. Mais c'est là où moi je mettrais pas la lutte contre un aéroport dans le même plan que la lutte contre une chambre d'éolienne, parce que on peut faire autant de sobriété, on peut vivre vraiment le plus sobre possible. Il y a des gens qui font vous savez, sur nos gestes climat, qui font le test, ils vivent de manière extrêmement sobre, ils mangent pas de viande, etc. Et à la fin, il leur reste 4 tonnes de carbone par an sur leur bilan. Et pourquoi ? Parce qu'il reste du carbone dans cette industrie. Est-ce qu'on peut pas penser que, en évitant les excès, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de couper des forêts pour mettre des panneaux solaires, mais est-ce que chaque fois qu'on empêche un parc solaire, ça ne veut pas dire que dans le même temps, on ne fasse pas de sobriété, mais est-ce qu'on ne ralentit pas un petit peu Non, je crois pas. Ce chemin ? Non, mais moi, c'est le paradoxe. Déjà, il y a deux choses que je veux dire, c'est que ces luttes, c'est pas que je les oppose, c'est que moi, j'observe que c'est les mêmes qui sont dans les luttes. C'est-à-dire oui, sûrement. Non, mais c'est important. Oui. C'est-à-dire que les gens prenons l'exemple des soulèvements de la Terre, le grand mouvement écolo des dernières années qui s'est visibilisé par le caractère spectaculaire de ces luttes. Il est derrière la résistance à l'A69 dans le sud-ouest. Il est né après la victoire sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et aujourd'hui, dans les soulèvements de la Terre, l'un des grands débats, c'est l'agrivoltaïsme. Il y a tout un débat en interne. Et ce qui est intéressant, c'est que ces luttes, en fait, c'est des espaces, c'est des moments de réflexion et de politisation des questions énergétiques et écologiques. Parce que les gens qui s'opposent, j'ai un exemple très précis. Actuellement, dans le Jura, il y a tout un projet de champs agrivoltaïques sur des surfaces agricoles et dans des forêts. Et ça a donné lieu à un mouvement social l'été dernier assez étonnant, où on a vu des chasseurs alliés à des écolos et à des militants des soulèvements de la Terre pour faire une manif contre ces projets agrivoltaïques. Donc là, on est quand même dans une sorte de situation assez ambivalente. Évidemment, je pense que ces gens ne sont pas contre contre les énergies renouvelables, contre la transition énergétique. Et en plus, je ne pense pas que dans la société actuelle, aujourd'hui, il y ait énormément de projets qui soient arrêtés par les oppositions. C'est-à-dire que ces oppositions, c'est en fait la démocratie minimale. C'est-à-dire que quand on décide d'installer 30 hectares de panneaux photovoltaïques dans des espaces agricoles et dans des forêts, c'est normal que les gens se posent des questions. Et beaucoup de gens, quand on va dans une manif de ce type-là, ce qui est mon cas, j'ai déjà été aussi, j'ai une manif contre des éoliennes, par exemple dans le Morvan, qui était assez intéressante à observer. Quand on discute avec eux, les premières choses qu'ils disent, c'est ils disent tous je suis écolo, il faut mener des politiques écologistes, mais je ne suis pas sûr que cette politique écologiste soit la bonne. Donc en fait, la question qui se pose, c'est la question de comment on crée une transition écologique. Est-ce que la transition écologique, c'est 50 ingénieurs, un gouvernement associé à quelques industriels depuis le haut, va décider qu'on va mettre partout du photovoltaïque et de l'éolien géant pour répondre aux besoins de consommation énergétique de la société française, pour répondre à telle ou telle industrie, etc. Ou est-ce que la transition énergétique, ça implique en fait de redéfinir nos modes de vie, nos mobilités, nos rapports au territoire, à l'espace, à la ville, etc. Et en fait, je pense que c'est ça. Or, le problème, c'est que ces politiques unilatérales d'installation de ces projets d'assez grande dimension, souvent, à côté de chez moi, à Dijon, il y a un projet, par exemple, qui ne suscite pas de contestation. 20 hectares de terres agricoles où on va mettre des panneaux photovoltaïques dessus. Donc, ça ne suscite pas, mais ça interroge. Et donc, ce que je trouve intéressant dans ces luttes, c'est que je ne pense pas qu'elles bloquent, ce soit elles qui bloquent la transition écologique et énergétique. Ce qui est intéressant dans ces luttes, c'est qu'elles permettent aux citoyens de s'interroger, d'ouvrir la boîte noire de ce qu'on appelle la transition et de nos choix énergétiques, de les questionner. Qu'est-ce qui se passe dans ces luttes, en fait ? Ces luttes, c'est quoi ? C'est des manifs, mais c'est aussi des réunions publiques. C'est aussi des diffusions d'informations. Ce qui pousse l'État à organiser des rencontres, des débats dans les municipalités, dans la salle des fêtes du village. Vous allez avoir l'industriel qui vient, l'élu du coin qui vient, les opposants qui viennent et qui débattent
des choix énergétiques. Et d'une certaine manière, c'est les seuls moments où les choix de politique énergétique sont discutés de façon démocratique à différentes échelles. C'est pour ça que je les défends, ou je pense que ces conflictualités, en fait, ont une fonction socio-démocratique et sociale hyper importante. Tu vas pouvoir continuer à défendre parce que j'ai une dernière question sur ça. C'est que j'ai aussi l'impression que parmi ces luttes, donc comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui sont dans le local. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui manifestent parce qu'il se trouve que le parc photovoltaïque et le parc éolien va complètement défigurer leur paysage. Et tu l'expliques aussi dans tes livres ou dans tes interventions, c'est que quand l'énergie électrique est arrivée dans les foyers, on a invisibilisé en fait ce qu'il y avait derrière l'interrupteur quand on appuyait sur le bouton. La transition énergétique, en tout cas les énergies renouvelables, c'est un peu un retour en arrière par rapport à ça, où on commence à revoir en fait que derrière chaque consommation d'énergie, il y a énormément d'artificialisation des sols, il y a énormément d'énergie pour produire toutes ces choses-là. Est-ce que c'est une lutte qui est, qui est altruiste, ou alors c'est une lutte plutôt j'ai pas envie que c'est le not in my backyard, je vais pas tourner autour du pot, j'ai pas envie que mon quotidien soit changé par ça. Et est-ce que les gens, une question subsidiaire, se rendent compte de l'énergie qu'on consomme au quotidien et combien il faudrait d'infrastructures pour remplacer ça? Tout à fait. Non, mais je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'évidemment, dans ces luttes, ce qui explique d'ailleurs souvent la mobilisation que ça provoque de façon assez importante, c'est qu'il y a on peut appeler ça un égoïsme, un égoïsme local. C'est-à-dire que chacun veut défendre... Le pire, c'est quand c'est des gens qui ont des résidences secondaires, qui appartiennent plutôt aux classes supérieures à la bourgeoisie, qui ont des consommations énergétiques assez spectaculaires et qui se retrouvent dans des manifs locales parce que l'éolienne ou le projet photovoltaïque va défigurer la vue qu'ils ont depuis leur jardin. Il y a ça aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, mais d'une part, ça oblige ces gens à s'interroger. Ça oblige les gens à être traversés par les contradictions fondamentales qui nous traversent tous. Parce que nous sommes tous des surconsommateurs d'énergie et nous avons tous plus ou moins la velléité d'engager une transition et d'avoir des pratiques vertueuses, comme on dit aujourd'hui. Or, on ne peut pas avoir de pratiques vertueuses parce que nos modes de vie sont intimement tissés de pétrole et de tout le reste. Et c'est pour ça qu'il y a deux solutions. Enfin, il y a trois. Soit ça crée l'éco-anxiété, comme disent les journalistes, donc des espèces de syndromes individuels. Soit ça crée on détourne le regard et on pense à autre chose. C'est ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui avec le retour de Trump et une sorte de backlash écolo assez massif qui fait que, Sarkozy l'avait déjà dit, maintenant l'environnement ça commence à bien faire. Donc en gros, voilà. Et qu'est-ce qui permet de dire ça commence à bien faire, on va penser à autre chose? C'est la confiance un peu naïve dans le progrès technique. Au fond, il n'y a pas à vous inquiéter. Bon, il y aura des panneaux photovoltaïques ou d'éoliens, et puis pour les plus forcenés, il y aura la fusion nucléaire qui résoudra à terme, alors on ne sait pas quand est le terme, finalement, une énergie infinie, et là, il n'y aura plus de problème de conflit sur les éoliennes. Bon, effectivement, c'est ça. Mais je pense que ces luttes, justement, sont ça en partie, mais pas seulement. Pas seulement, parce que dans ces luttes, il n'y a pas que ces gens-là. Et s'il y avait que ces gens-là, il n'y aurait pas de lutte, parce que c'est des catégories d'acteurs qui se mobilisent pas, qui savent pas se mobiliser, qui se mobilisent pas ou qui se mobilisent très ponctuellement et même défendre la vue depuis leur jardin, c'est pas ça qui permettrait de créer un mouvement social. Parce qu'ils s'associent à d'autres, en fait, acteurs qui, eux, ont d'autres finalités. Et c'est ça qui est souvent très intéressant avec ces luttes locales, c'est qu'en fait, elles sont l'occasion d'échanges, d'agencement entre des catégories, des groupes qui ne communiquent pas et qui, là, se rencontrent. Et c'est ça, et dans un moment, dans une société où on est de plus en plus tous cloisonnés dans nos bulles informationnelles, ces luttes sont l'occasion de discussions collectives sur des grands sujets. C'est-à-dire que ces gens qui veulent pas l'éolienne, effectivement, la question qui leur arrive immédiatement, c'est mais alors comment on va produire votre énergie? Et en ce moment, en fait, les écolos, un autre témoignage, les écolos dijonnais s'engueulent sur ce sujet-là, entre ceux qui disent qu'il faut s'opposer notamment à l'agrivoltaïque et à l'accaparement des terres agricoles par la production d'énergie, et les écolos qui disent mais non, la transition énergétique nécessite de pousser au maximum les énergies renouvelables, et ça crée des tensions inimaginables entre des gens qui appartiennent aux mêmes organisations écologiques, France Nature Environnement, qui s'opposent entre eux en fait.
Qui sont d'accord à 99% du reste. Mais qui, sur ces questions de lutte, s'opposent. Et pour quelle raison ils s'opposent? Ils s'opposent parce qu'en fait, derrière, il y a une question de stratégie et de conception, définition de ce qu'on appelle la transition écologique, le poids de la technique, le poids des politiques publiques, l'articulation avec l'échelle locale. Et en cela, c'est déjà extrêmement intéressant. C'est-à-dire que ça amène à poser des questions qui sont fondamentales et qui sont rarement posées dans l'espace public. Ensuite, évidemment, le vrai problème, c'est ce que tu as évoqué. C'est-à-dire que toute l'histoire du XXe siècle, c'est l'histoire de l'invisibilisation de nos consommations énergétiques. Et l'un des grands avantages, effectivement, des infrastructures d'énergie renouvelable, c'est que fondamentalement, ce qu'on appelle les énergies renouvelables, expression assez récente qui remonte aux années 70, avant on parlait d'énergie naturelle, pour les opposer aux énergies artificielles et fossiles. Bon, c'est-à-dire les énergies qui sont directement issues de toutes les énergies de flux. C'est-à-dire qu'on capte le rayonnement solaire, on capte les cours d'eau ou les chutes d'eau, on capte la force du vent pour produire du mouvement mécanique, pour fabriquer de l'électricité ou du mouvement direct. Et ça, évidemment, contrairement au pétrole, au nucléaire et à tous les combustibles fossiles de la modernité, ils sont visibles. Et alors, l'un des avantages des énergies renouvelables, c'est de revisibiliser ce qu'est l'énergie. C'est-à-dire que il faut telle surface agricole de panneaux photovoltaïques pour produire telle quantité, tel kilowatt. Concrètement. Et ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que si toi, dans ta consommation individuelle, tu consommes ça pour tous les appareils que tu as dans ta maison, c'est-à-dire qu'il faudrait telle surface de panneaux photovoltaïques pour produire l'équivalent. Et en plus, le problème avec les panneaux photovoltaïques, c'est que c'est variable selon les régions, selon la période de l'année, donc tous les problèmes qui vont avec. Donc ça nous oblige, de façon très intéressante, à repenser ce qui était en fait une question qui était omniprésente jusqu'à la fin du 19e siècle. Tous les acteurs, toutes les sociétés paysannes pensaient à la question de l'énergie. C'est-à-dire que pour se chauffer, il fallait aller couper le bois. Pour nourrir l'animal, il fallait avoir des pâturages. Tout ça, c'était des questions énergétiques qui étaient directes. Évidemment, l'arrivée en masse des énergies fossiles, couplée à l'électricité, fait que l'énergie est devenue un truc abstrait. Il suffit d'appuyer sur un bouton et ça vient, on ne sait pas trop d'où. Et c'est ça le drame. C'est-à-dire que tant qu'il y aura cette magie, mais c'est pareil avec le smartphone, c'est pareil avec l'IA, et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'au moment où on commence à revisibiliser nos consommations d'énergie, il y a toute une série d'appareils et de pratiques sociales nouvelles qui les réinvisibilisent à nouveau. Et donc évidemment, l'un des enjeux, c'est révisibiliser ces ces systèmes énergétiques, et une fois qu'on les aura revisibilisés, on fait des choix. C'est-à-dire que là, il y a besoin de telle énergie, donc il va falloir une politique d'investissement pour le photovoltaïque et pour l'éolien. Où est-ce qu'on le met? Où est-ce qu'on le met en fonction du prix du foncier, en fonction des ressources en soleil ou en vent localement disponibles? Et là, il y a plein de questions qui se posent, qui sont à la fois des questions techniques, des questions politiques. Et voilà, bon. C'est sur ces réflexions inspirantes qu'on va se quitter. Merci François Jarige. Merci à toi.